Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. Nous allons parler d'un débat assez grave sur la démocratie mise à mal, comment retrouver de la confiance dans le débat public. On le voit, le sentiment d'impuissance publique, le manque de confiance dans les structures politiques, de la vie générale, notre système démocratique va mal, il ne se porte pas bien. Certains rêvent même d'un retour en arrière. Nos sociétés occidentales sont victimes d'un malaise démocratique, selon les mots de l'historien Marcel Gauchet. Ce phénomène structurel ne se réduit pas à l'abstention politique ou à la perte de confiance dans nos institutions, mais s'incarne aussi dans un sentiment de perte de pouvoir collectif et de dépossession de nos concitoyens. En effet, que vaut la confiance dans le monde des fake news et des faits alternatifs? Que vaut la confiance quand les promesses n'engagent que ceux qui y croient? Que vaut la confiance quand chacun évolue dans sa bulle conversationnelle, quand le débat est exacerbé, quand il n'y a plus de dialogue possible parce que celui qui ne pense pas comme moi est forcément contre moi? Quels sont les éléments majeurs qui pèsent aujourd'hui sur la démocratie en France et dans le monde? Dans de nombreux pays, les institutions garantissant la transparence et l'équité du processus démocratique sont souvent la cible de critiques qui mettent en doute leur impartialité. Même chose avec les médias traditionnels, dans lesquels nombre de citoyens n'ont plus confiance, notamment les plus jeunes, qui évoluent dans un paysage médiatique fragmenté où l'émotion et les récits partisans prévalent souvent sur les faits. On l'a vu notamment pendant la campagne présidentielle américaine, où même la candidate démocrate Kamala Harris a préféré donner sa première interview à un influenceur plutôt qu'à un média traditionnel. Ce paysage polarisé renforce la division entre les différentes communautés politiques et complique le processus démocratique, qui repose sur un consensus autour des faits. La question est alors de savoir comment, dans un monde où la vérité dépend de celui qui l'affirme, où la science est discutée, garantir les faits sur lesquels se basent nos politiques publiques. En France, l'exemple le plus emblématique du débat national est celui de la Convention citoyenne, je pense qu'on y reviendra, sur le climat. Pensez-vous qu'il a été efficace pour rétablir la confiance? Comment faire pour qu'un débat collectif aboutisse, fonctionne, recrée de la confiance? Comment retrouver tous ensemble confiance dans ce débat collectif, pilier de nos démocraties? Pour répondre à ces questions, tout d'abord, j'appelle Hugues Cazeneuve, président fondateur de l'Institut Opinionway. Alors, vous êtes diplômé de l'École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, titulaire de l'agrégation de sciences économiques et sociales, et vous avez débuté votre carrière chez Infométrie, une société de conseil en communication. Vous avez intégré le cabinet de Gérard Longuet, et puis après, vous avez rejoint Ipsos Opinion comme directeur général adjoint. Et puis en 2000, vous avez fondé Opinionway, institut spécialisé dans la construction de sondages politiques et d'études marketing sur le marché français. Aujourd'hui, vous en êtes le président, et vous avez également enseigné à Sciences Po et à HEC, et vous avez publié un ouvrage sur le métier de sondeur, la guerre des sondages. À vos côtés, Pierre Louette, vous êtes PDG du groupe Les Échos Parisiens. Vous avez longtemps travaillé dans la presse. Vous êtes diplômé de Sciences Po et ancien élève de l'ENA. Vous avez aussi travaillé en cabinet avec Édouard Balladur. Et puis, vous avez eu plusieurs expériences professionnelles dans le monde des médias et des communications. Vous avez notamment été le PDG de l'agence France Presse de 2005 à 2010. Après, vous êtes passé chez Orange. Et vous avez été élu président de la Fédération française des télécoms avant d'atterrir au groupe Les Échos Parisiens en 2018. Et enfin, Jérémy Pelletier, vous êtes co-directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes diplômé de l'Institut supérieur de management public et politique et vous avez rejoint la Fondation en 2012
La Fondation Jean Jaurès, c'est la première fondation politique française qui promet une réflexion et un dialogue, c'est tout notre sujet, au service d'une vision progressiste, social-démocrate de la société. Ancien membre du Haut Conseil à la vie associative, vous êtes directeur de la collection Suspension aux éditions de l'Aube, chroniqueur dans les magazines Marianne et Ernest Magazine. Vous avez publié en 2021 La fête est finie. Cet essai étudie les caractéristiques et les évolutions de la fête à la française, qui serait devenue, selon vous, permanente, privatisée et individualiste. Alors nous allons commencer par vous, Hugues, parce que pour mettre en perspective ce débat, vous avez justement fait une étude, un sondage sur le thème de la démocratie mise à mal. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Oui, alors quelques mots rapidement sur les résultats de cette étude. C'est une étude que nous avons donc réalisée chez Opinionway en collaboration avec le groupe Les Échos et la Fondation Jean Jaurès. Donc c'est vraiment un travail collaboratif. Et avant de nous plonger dans les résultats, je partage avec vous rapidement la méthode qui a présidé à cette enquête. Un bel échantillon, 2000 personnes, représentatif de l'ensemble des Français, interview réalisée online, on en parlait avec quelques étudiants avant cette présentation, des résultats qui sont relativement récents. Et en parallèle, nous avions également, enfin même en amont d'ailleurs, nous avions réalisé une enquête qualitative pour faire émerger les thématiques autour de cette confiance, ces enjeux de la confiance dans le débat public et d'une certaine manière dans la démocratie. Et nous avons donc aujourd'hui, vous savez, on fait de moins en moins de focus group. Vous avez sans doute entendu parler de cette méthode. On fait beaucoup de communautés en ligne aujourd'hui. Donc on a interrogé une centaine de citoyens français pendant 4 jours en ligne au début du mois de septembre, avec beaucoup de richesse de verbatim exprimés par ces citoyens. Les objectifs qui étaient assignés à cette étude, eh bien, c'était d'essayer de mieux comprendre les représentations, les perceptions, les attentes des citoyens vis-à-vis du débat public, de ce débat public dont on parle beaucoup, et précisément dans une période où il revêt des formes un peu particulières. Alors je me plonge tout de suite dans les résultats de cette enquête, et avec un premier résultat qui est évidemment, on l'a dit en introduction, ce débat public aujourd'hui est plutôt mal perçu, puisque vous le voyez, près des 3/4 des Français considèrent que ce débat public fonctionne mal aujourd'hui en France. Alors bien sûr, il y a un contexte, une actualité très chaude, et ce qui se passe à l'Assemblée n'est pas pour rien dans ce résultat, mais je crois que structurellement, on a aussi cette perception au-delà de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée. Et nous avons également une vision de la part des citoyens, une vision dynamique, diachronique. Beaucoup de citoyens, plus d'un Français sur 2, considèrent que c'était mieux avant. Alors c'est une perception qui concerne beaucoup d'enjeux, mais précisément sur la démocratie, sur le débat public, vous avez cette majorité de Français qui considèrent que oui, c'était tout de même mieux avant. Au-delà de ce regard très global et de ce constat critique sur le débat public, on s'est efforcé de comprendre quels étaient les facteurs qui fabriquaient cette défiance à l'égard du débat public. Et vous le voyez, 8 Français sur 10 ont le sentiment que leur voix n'est pas prise en compte. Donc on a véritablement là le facteur le plus important, on parlait d'impuissance publique tout à l'heure, là on pourrait parler d'impuissance citoyenne, c'est-à-dire que les citoyens considèrent que finalement ce débat public ne sert pas leurs intérêts, ne permet pas de faire entendre leur voix, qu'ils ne sont pas écoutés, que leur voix n'est pas prise en compte. Alors vous avez des verbatims, je pense qu'on aura l'occasion de publier sur le site de la Fondation, peut-être sur Les Échos et le Parisien, à compter de la semaine prochaine. Là, vous avez un peu la primeur de ces résultats. Vous aurez tous les éléments, et je ne vais pas vous lire tous les verbatims parce que ça serait trop long. La même impression de politiciens qui n'en font qu'à leur tête et qui n'écoutent pas, ne respectent pas le peuple français. C'est un verbatim parmi d'autres, et il y en a de nombreux qui ont cette tonalité un petit peu critique. 7 Français sur 10 qui n'ont pas confiance dans le débat public. Pour autant, ce débat public, il reste un idéal, c'est-à-dire que dans son principe, il est souhaité, il est légitime, mais dans sa réalité, dans sa traduction concrète, c'est un idéal qui est loin
dans la réalité de ce qu'il devrait être. Et on nous dit par exemple conflictuel, inaudible, il n'y a plus de débat public. Et c'est ce qui finalement explique cette perception très critique. Alors nous avons interrogé les Français qui sont les plus critiques sur ce débat public, c'est-à-dire ceux qui nous ont déclaré ne pas avoir confiance dans le débat public. Et on leur a demandé finalement quels étaient... pardon, là on a interrogé, là il s'agit de ceux qui ont confiance. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a tout de même. Il y en a tout de même, c'est à peu près 3 Français sur 10. Et notre objectif, c'est tout de même de chercher des leviers d'amélioration, d'optimisation de ce débat public. Et donc c'était intéressant de creuser un peu les raisons qui président à la confiance que certains placent tout de même dans le débat public. 3 raisons principales, c'est finalement permettre l'expression de la diversité des opinions. Ce concept de diversité est très important et la presse s'en fait souvent l'écho. Le respect des opinions également, un facteur important. Et puis les efforts pour rendre la vie politique transparente. Alors ce concept de transparence, cette exigence citoyenne de transparence, on va la retrouver tout au long de cette étude. C'est, je crois, un phénomène qui a quelques années maintenant, mais qui prend de plus en plus d'importance dans le rapport des Français à la démocratie. Alors, nous avons également interrogé donc ceux qui sont défiants. Quels obstacles vous empêchent d'avoir confiance dans le débat public, Donc ça, c'est cette grande majorité de Français qui n'ont pas confiance dans le débat public. Et on leur a demandé pourquoi, évidemment. Le sentiment que les acteurs du débat recherchent avant tout leurs intérêts personnels ou leur intérêt personnel aux dépens de l'intérêt général. Le manque de transparence, je viens d'en dire un mot. Et le manque d'écoute entre les acteurs du débat public. Ce sont, là, je dirais, les 3 raisons majeures, mais aussi peut-être 3 leviers intéressants qu'il s'agirait d'actionner pour refabriquer, regagner de la confiance dans le débat public. Les médias. Évidemment, les médias jouent un rôle important dans ce débat public et nous avons demandé à notre échantillon, à nos Français, quelles étaient les fonctions, l'utilité des médias au regard du débat public. Alors il y en a beaucoup, je vais en retenir les 3 principales. C'est bien sûr l'information, vous me direz oui c'est évident, c'est la fonction première des médias, mais un autre enjeu qui est intéressant, une attente en quelque sorte, ou en tout cas une fonction qui est reconnue et attribuée aux médias, c'est lutter contre la désinformation. Je pense que mon voisin de gauche en dira sans doute un petit mot. Garantir la diversité des opinions. Voilà, ce sont les 3 fonctions, les 3 missions, les 3 vocations que, selon les Français, les médias devraient rechercher. Je ne vais pas vous lire tous les résultats, mais un petit point sur le dernier. Donner la parole aux minorités. 29% seulement, j'ai envie de dire. Je fais l'hypothèse que dans votre génération, dans la génération des étudiants et des plus jeunes, cette fonction est plus répandue, on le voit dans nos résultats, mais vous le voyez que sur l'ensemble des Français, cette parole donnée aux minorités n'est pas considérée comme largement majoritaire. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Alors, un résultat qui est peut-être un peu plus surprenant pour certains d'entre vous, pas pour nous en tout cas, c'est la perception des entreprises et de leur rôle dans ce débat public. Eh bien oui, il est souhaité. Donc les entreprises n'ont pas une image aussi mauvaise qu'on pourrait parfois l'entendre. Vous voyez, 8 Français sur 10 sont d'accord avec l'idée que les entreprises doivent participer au débat. Leur rôle est important et il faut qu'elles le fassent. Alors c'est une évolution là, au cours des différentes décennies. Ça fait longtemps qu'on mesure ce rapport des Français aux entreprises. Il s'améliore d'année en année et c'est intéressant de voir que, à certaines conditions, bien sûr, les entreprises ont un rôle à jouer dans le débat public. On recherche les leviers. On recherche les leviers d'amélioration du débat public et de l'implication ou de l'intérêt que les Français peuvent y porter. Qu'est-ce qui vous inciterait le plus à participer au débat public? On avait une liste de propositions qui étaient proposées à notre échantillon. Et ce résultat, je dirais que la raison principale, c'est pour contribuer à améliorer la société. Alors ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ça correspond vraiment à cette tendance, à cette demande de sens croissante. Et
évidemment, les jeunes générations sont les plus concernées par cette demande de sens, ce besoin d'impact, sens et impact sont des mots qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans le débat public. Et vous le voyez, c'est la première raison qui inciterait les Français, les citoyens à participer ou à participer davantage au débat public. J'accélère un peu parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Les évolutions qui permettraient l'amélioration de la qualité du débat public, ce sont d'abord le fait d'impliquer davantage les citoyens dans les processus législatifs. Alors là, il y a peut-être un biais de contexte, un biais d'actualité, si vous le voulez, on pourrait dire les choses comme ça. Ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui, évidemment, a probablement renforcé ce besoin d'impliquer davantage les citoyens dans les processus législatifs, compte tenu de ce qui se passe à l'Assemblée et peut-être aussi à l'ensemble du Parlement. Autre attente, autre évolution souhaitée, créer des portails citoyens permettant de suivre les décisions, de les commenter et de soumettre des initiatives. Là aussi, on rejoint un peu le rôle des médias. Publier davantage de données publiques, on retrouve cette fameuse transparence, et protéger davantage les lanceurs d'alerte. Alors ça, c'est une question un peu plus originale qui est rarement posée, mais le rapport citoyens aux lanceurs d'alerte et aux médias indépendants est quelque chose qui monte et qui est probablement relativement nouveau dans l'imaginaire politique et citoyen des Français. Renforcer les pouvoirs de la haute autorité, alors ça c'est un peu plus technique peut-être, mais c'est tout de même largement souhaité pour des raisons, encore une fois, de transparence. Pour terminer, je vous ai parlé de cette fameuse communauté que nous avons interrogée de manière très ouverte, très qualitative, sans proposer des réponses trop fermées. Et nous avons demandé à cette communauté d'identifier finalement les attentes principales pour redonner confiance dans le débat public et dans la vie citoyenne. Favoriser l'écoute, je n'y reviens pas, je vous en ai largement parlé, mais je dirais que toutes les technologies d'écoute et de prise de pouls de la population sont jugées intéressantes, quelles qu'elles soient, référendum, consultation publique, association, etc. La transparence, je n'y reviens pas parce que c'est vraiment le leitmotiv de cette enquête. La proximité, alors ça c'est intéressant parce que vous savez bien que l'élu, le mandat qui est le plus apprécié, qui souffre le moins de défiance, c'est le maire. En tout cas, c'est la communauté, les communautés d'élus locaux. Renforcer la proximité, c'est une attente très forte de l'ensemble des citoyens. Et puis, il y a ce sujet de dépoussiérer les institutions, moderniser la vie citoyenne au travers d'initiatives. On en parlait en introduction, comme les consultations, les référendums en ligne, les forums, les réseaux sociaux citoyens, etc. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas faire de conclusion parce que je vais laisser mes camarades s'exprimer, mais je voudrais tout de même relever le fait que cette notion d'écoute et de prise en compte de ce que les citoyens peuvent exprimer au travers de technologies diverses, je crois, ça nous donne l'image de deux leviers très importants. Alors, évidemment, la traduction dans les politiques publiques de ce que les citoyens expriment, c'est une évidence et c'est même, je dirais, le fondement de la démocratie. Mais je voudrais ajouter une autre idée, c'est aussi la mise en scène, la traduction du lien qui peut exister entre les doléances des citoyens et la traduction dans les politiques publiques. Parce qu'il y a aussi un enjeu d'information et de communication. Parfois, les politiques publiques traduisent ce que les citoyens exigent, mais cela ne se voit pas suffisamment, cela ne se met pas suffisamment en scène. Et je pense qu'il y a un levier pour faire en sorte que les citoyens comprennent que finalement, oui, en partie au moins, on traduit dans les politiques publiques ce qu'ils attendent, et ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Merci. Pierre Louette, justement, on parlait des leviers pour retrouver cette confiance, la confiance des citoyens. Selon vous, quel levier on pourrait avoir pour trouver ce fameux débat apaisé et constructif qu'on recherche tous ? Et est-ce qu'il y a éventuellement des exemples à tirer des états généraux de l'information ? Alors d'abord, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de venir ce samedi écouter, participer, poser des questions, parce qu'on aura tout à l'heure, je pense, le temps de questions et de réponses à ces questions. C'est vraiment, je pense, extrêmement important. Merci à la Cité de la Réussite. Que quand on entendait Hugues, on avait l'impression que l'enjeu, c'était plutôt la réussite de la cité. En fait, le sujet, c'est comment va-t-on continuer à faire cité, à faire société, à faire démocratie ensemble au moment où tellement de questions se posent. Moi, je voulais juste partager quelques réflexions
liminaire, si tu m'y autorises, et puis ensuite, effectivement, revenir un peu sur les marqueurs et les idées qu'on peut énoncer pour tenter d'améliorer la situation. Première idée que je voulais vraiment partager de façon très abrupte avec les unes et les autres qui sont là, qui sont de tous âges d'ailleurs, étudiants, ou certains ont été ici étudiants et c'est leur alma mater, la Sorbonne. D'abord, ne jamais prendre la démocratie pour acquis. Ce n'était pas vraiment une question qui se posait à moi il y a 15 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, on sait qu'au moment où on fait des débats sur l'intensité, le rythme et la force de nos démocraties, il y a plus de la moitié du monde qui aimerait bien vivre en démocratie quand même. Donc, pas tout à fait oublier ça. Le monde n'est pas une gigantesque démocratie. Certains grands États apparaissent comme des démocraties, mais ne le sont pas. On commence à parler de démocratie illibérale. C'est un nouveau concept qui n'existait pas forcément non plus il y a 10 ans. Donc, la démocratie n'est pas un acquis. La démocratie est un élément vivant, c'est une espèce d'organisme qu'il faut entretenir. Et donc, quand on est jeune ou moins jeune d'ailleurs, il faut évidemment ne pas hésiter à contribuer sous toutes les formes associatives, partisanes, politiques, tout ce qu'on veut, mais en tout cas contribuer au débat. Comme on le dit souvent, d'ailleurs, débattre, ça veut dire arrêter de se battre physiquement. Ça veut dire poser les armes et échanger des arguments plutôt que des coups sur la figure. Donc, la démocratie n'est pas un acquis. Première petite réflexion en introduction. Deuxième réflexion aussi, on a entendu déjà dans les propos introductifs qui ont été tenus, c'était mieux avant. Pour moi, ça fait 2000 ans qu'on dit c'était mieux avant. Je retrouvais là des propos de Caton l'Ancien, et qui déjà disait c'était tellement mieux, je n'ai pas connu l'époque dorée de mes ancêtres. Bon, voilà, c'était mieux avant, c'est une espèce d'ancienne, toujours psalmodiée au fond. C'était pas vraiment mieux avant. Enfin, avant, il y avait encore moins de démocratie, il y avait encore plus de violence, donc c'était pas terriblement mieux avant. Mais ce dont on s'occupe, c'est aujourd'hui. Et donc vraiment, on a une situation dans laquelle la démocratie a eu depuis longtemps des ennemis assez classiques, qui sont les dictatures, qui sont ceux qui veulent confisquer la démocratie, le pouvoir du peuple, qui veulent confisquer, interdire sa parole. Mais elle a aussi des ennemis nouveaux, et j'aimerais bien qu'on puisse y passer un peu de temps ce matin, qui sont les réseaux sociaux. Donc on a des ennemis anciens, des ennemis nouveaux, ce qui fait que la démocratie, effectivement, est peut-être devant une crise, ou un type de crise qu'elle n'a jamais connu. Alors, deux grandes catégories de choses à partager, je trouve, ce matin. Bon, les causes d'une certaine usure générale, Hugues les a déjà très bien évoquées. Je voulais revenir un pas en arrière, peut-être parce qu'il y a certaines et certains ici qui se souviennent des cours d'histoire des idées politiques qu'ils ont subis, reçus, écoutés, appréciés à tel ou tel endroit. Il est évident, et on le redit, mais c'est important parce que c'est le cadre général, la fin des grandes idéologies, la fin des grandes eschatologies, la fin des grandes téléologies, pour ceux qui veulent rechercher dans le dictionnaire le sens de tous ces mots-là. Cette fin-là, elle a mis un terme à des cadres de réflexion, des cadres d'orientation, des cadres de lecture qui étaient au fond bien pratiques, qui étaient à mes yeux pour une bonne partie d'entre eux très enfermants, très confiscatoires en réalité de la liberté d'interprétation, mais au moins ils étaient là, ils étaient rassurants. Un cadre, c'est rassurant. Un psychologue, un psychanalyste vous le dira, s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de contenant. S'il n'y a pas de contenant, il y a débordement. S'il y a débordement, il y a risque de débordement et il y a risque des conséquences de ce débordement-là. Donc ces cadres-là sont tombés, ils ne sont plus là. Et évidemment, ils ont mis en liberté, au fond, et cette perte de croyance dans les grands systèmes, elle a libéré et elle a insécurisé aussi. Deuxième chose, et ça Hugues l'a très bien décrite, il y a une perte de croyance dans la parole politique. Alors c'est aussi parce qu'il y a une multiplication des paroles. On est loin d'être dans une parole performative ou dans une parole telle qu'on la connaissait dans les évangiles, au fond, dans laquelle la parole pouvait transformer le monde. On est loin de la parole des aborigènes qui, en nommant les choses, leur donnent vie. On est dans une multiplication de paroles. Tout le monde parle, tout le monde peut prendre la parole, peut s'exprimer. C'est le cas, là aussi, de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et au même moment, on est dans une contestation de la façon dont cette parole est entendue. Donc, à la fois, dans le même temps, les uns et les autres, peut-être pas tout à fait les mêmes, et ça Jérémy pourra nous éclairer, disent « on ne me donne pas la parole », et en réalité, il n'y a jamais eu autant de moyens de prendre la parole. Donc ça, c'est quand même intéressant. Foisonnement des vecteurs, mais, disons, disparition du sentiment d'être entendu ou redouter le fait de ne pas pouvoir prendre la parole. Les hommes politiques et les femmes politiques sont effectivement, dans ce contexte-là, des êtres qui n'ont plus la singularité de la prise de parole. Leur parole, parfois, elle est solennisée par un 20h, par un discours un peu plus important qu'un autre, mais en réalité, elle est souvent noyée. Et d'ailleurs, certains d'entre eux
à notre sens, ne gagnent pas beaucoup à tenter de s'insérer dans toutes les formes de prise de parole, y compris celles des réseaux sociaux, parce qu'en réalité, ils sont banalisés et au loin d'élever le débat et d'élever leur parole, je trouve qu'ils se banalisent et ils se mettent dans un cadre dans lequel ils sont encore moins entendus qu'auparavant. On a des crises d'identité dans la démocratie. Ça, vraiment, c'est important, je pense, de le mentionner pour ouvrir aussi des tiroirs et favoriser des questions. Ces crises d'identité, pas plus tard que ce matin, j'ai écouté France Culture tôt, on entendait une émission très intéressante consacrée à la façon dont les cahiers des doléances au moment des Gilets jaunes n'ont pas été véritablement utilisés. Certains se posaient la question, et d'ailleurs, heureusement, des réponses étaient apportées de façon assez rassurante par des politologues en disant ils n'ont pas disparu, il n'y a pas de complot, ils sont là, ils sont stockés en forme numérique, en forme papier, ils n'ont pas été jetés aux oubliettes. Mais effectivement, une partie de ce qui a été dit là n'a pas été entendue. Et ce qui a été dit, c'était souvent, et ça c'est particulièrement intéressant dans un lieu consacré à la culture, c'était souvent des gens qui disaient ici par rapport à une espèce de citoyen du monde qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a ici, dans mon territoire, dans ma réalité à moi, mais j'ai une fenêtre sur le monde qui est celle de la télévision et celle des réseaux qui me parle d'un ailleurs, mais moi je n'y suis pas dans cet ailleurs. Et ici, alors avec le ici vient souvent, ici c'est petit. Nous on est petits, petites gens, petits endroits, petits métiers, petits salaires, petites retraites, et il y a un ailleurs apparemment très grand, mais dans lequel on n'est pas. Donc la conscience de l'altérité radicale et de l'immensité de la diversité de ce à quoi on n'appartient pas est quelque chose qui évidemment est difficile à vivre pour beaucoup de citoyens. Donc la démocratie d'aujourd'hui, c'est une démocratie de la participation potentielle immense au spectacle du monde sans pouvoir participer à la joie du monde. Et cette dichotomie-là, ce hiatus, il est évidemment très dangereux. On a également dans la postmodernité quelque chose de très singulier, peut-être cette université comme d'autres en est-elle touchée parfois, qui est véritablement, avec la postmodernité, avec le post-individualisme que Lipovetsky avait annoncé, mais qui vraiment se déroule complètement aujourd'hui, la multiplication des crises identitaires et des singularités identitaires. Ça n'est pas facile de faire société et de faire démocratie collectivement quand il y a une espèce de prise en compte irréfragable, incontestable de toute singularité, de toute différence. Ça pose un problème de consentement démocratique. Ça, moi, je le ressens très profondément quand chacun estime que sa parole doit être entendue dans sa singularité, dans sa force, dans sa violence, dans sa douleur. Et bien sûr qu'elle doit l'être entendue. Mais quand chacun en tire la conséquence que si ça n'est pas entièrement entendu, il ne consentira pas à la démocratie qui est quand même le règne de la majorité, on a un énorme problème et on a une énorme menace dans la démocratie. Je ne dis pas que la singularité identitaire est la principale menace, mais c'est une menace ontologique parce qu'elle vient toucher à ce qui fait démocratie justement, qui est ce consentement au collectif. Donc tout individu doit être protégé, bien sûr. Rappelons quand même que dans la démocratie ancienne, et je ne souhaite pas qu'on y revienne, il y avait des formules censitaires, il y avait des tirages au sort, il y avait peu de citoyens grecs qui votaient fondamentalement, il y avait des esclaves aussi. Merci Hugues pour ce rappel précieux. On voit ta culture éclectique qui intervient à ce moment-là. Non, on ne souhaite pas, avec Hugues, on ne souhaite pas ce retour-là non plus, mais en tout cas, c'était vraiment un tout petit nombre. Oligarchie, en grec, ça veut dire un tout petit nombre. C'était un tout petit nombre qui dirigeait. Donc voilà, ce problème de consentement à la majorité, on l'a vu avec certains grands au sens proéminent, hommes politiques américains, difficile de consentir à une défaite. On n'y consent pas et d'ailleurs on peut même être réélu. Donc là, il y a une difficulté pour d'autres démocrates, en l'espèce, à consentir. Ça s'est pas mal passé, semble-t-il, pour l'instant, cette passation, mais à reconnaître que il y a là l'expression d'une volonté du peuple qui est de se donner ce genre de représentants-là, avec ce genre de programme-là, et qu'il faut y consentir. Donc tout ceci est développé par les réseaux sociaux, et j'en aurais fini avec ces considérations un peu générales sur l'analyse, parce que avec les réseaux sociaux, et Clémence est une femme de médias depuis toujours, les grands carrefours d'audience, ceux du grand 20h de TF1, du 13h, sont moins nombreux, ils sont moins forts. Il y a quand même quelques millions de personnes qui se retrouvent, mais on parle beaucoup plus de petites rencontres que de grands carrefours. On parle aussi de tunnels cognitifs, on parle de ces endroits où, dans les réseaux, si on a cherché quelque chose, on vous proposera plus de la même chose, plus dur, plus aigu, plus pointu, et pas forcément des rassemblements, mais beaucoup des singularités. Alors, quelle réponse apporter, si j'ai encore 2 minutes, pour esquisser ça, et vraiment esquisser, parce que je pense que ça sera l'objet de questions et de réponses qu'on tentera de formuler à ces questions-là. D'abord, il y a une chose qui n'est pas absolument souvent dite, mais qu'on essaie beaucoup de pousser avec l'Alliance pour la presse d'information générale, qui regroupe pas loin de 300 titres de presse régionale, nationale, hebdomadaire aussi, c'est la formation aux médias et la formation au réseau. Former aux médias,
Donc il y a une association qui s'appelle l'APEM qui le fait, on essaie de la pousser, les gouvernements marquent un intérêt, le CLEMI au sein de l'éducation nationale s'y intéresse aussi, mais je pense qu'on ne consacre pas assez de temps, assez de moyens à dire dans un collège, dans un lycée, on va former les jeunes âmes à l'histoire, à la géographie, les maths, au décryptage qu'on fait dans l'analyse d'un texte, mais aussi, pourquoi pas, au décryptage de ce que sont les médias, comment ils fonctionnent, comment fonctionne leur logique, comment fonctionne leur discours, voilà, et notamment les réseaux sociaux. Savoir comment fonctionne un algorithme et savoir qu'il est programmé par des gens qui veulent développer l'engagement, c'est-à-dire le temps passé et l'intensité du temps passé par les auditeurs, savoir que ça, c'est à l'œuvre et que dans ce qui est à l'œuvre, c'est la personne qui est utilisée au fond pour être monétisée. Le savoir, voir comment ça fonctionne, ça ne serait pas complètement inutile au moment où on passe des heures et des heures devant ce genre de spectacle-là. Lutter contre les fausses nouvelles, évidemment. Je ne vais pas être trop long là-dessus. Simplement, on ne construit pas sur du sable, on ne construit pas sur du faux, on ne construit pas sur des faits qui sont contestés. On l'a souvent cité, on peut la reciter ici. Hannah Arendt avait évoqué que le XXe siècle serait l'âge dans lequel on questionnerait la vérité. La vérité est devenue un objet de discussion. On dit quelque chose, les gens disent oui, bah, je maintiens ma vérité. C'est pas forcément, ton fait n'est pas un fait. Tout est contesté, tout est contestable. Les choses les plus scientifiques le sont aussi, y compris dans le domaine des vaccins et des médicaments. Tout est contestable et, encore une fois, la singularité fait que certains disent j'en reste à ma vérité. Et puis aussi peut-être, et là je vais passer beaucoup plus vite, continuer à se redonner des mécanismes participatifs de démocratie directe, ça a été mentionné, ça serait très utile. Je rappelle que dans le processus démocratique habituel, il y a 4 étapes clés et chacune d'entre elles peut être à nouveau réenchantée, réenrichie. Le projet, on peut en parler, la délibération, la décision et le contrôle. Et donc le contrôle, c'est celui qui peut être fait par le juge, mais aussi par les citoyens à travers différentes instances et également un peu par les médias. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été trop long, mais merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Justement, on parlait de consentement démocratique. C'est ce que vous disiez. Jérémy, on le voit, il y a moins ce consentement démocratique. On a un peu l'impression que maintenant, chacun a sa vérité. C'est ce qu'on disait, les faits sont remis en cause. Ils ne sont plus le socle de notre démocratie. Et on voit que les jeunes s'éloignent de plus en plus des médias et préfèrent pour beaucoup suivre des influenceurs. Ils s'informent sur les réseaux sociaux. Et en même temps, ils disent souvent aussi qu'il y a trop d'informations et qu'elles sont négatives. Il y a un évitement de l'information. C'est un peu comme si on pouvait avoir l'information partout, tout le temps. Et pour reprendre, pour transposer une autre phrase, c'est comme si trop d'informations tuaient l'information. Que pouvez-vous nous dire de cette fatigue informationnelle et du fait que désormais, c'est ce que disait Pierre, les faits sont questionnés et ne sont plus pensés comme des vérités. À chacun sa vérité, à chacun son fait. Beaucoup de choses dans la question. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais essayer d'être assez rapide et assez succinct. On va démarrer par la fatigue informationnelle. En effet, vous avez évoqué ce travail qu'on a mené à la Fondation Jean Jaurès il y a 2 ans pour une raison suivante. À l'issue de la crise sanitaire, quand on interrogeait les Françaises et les Français pour connaître leur état d'esprit, c'est quelque chose qu'on fait souvent avec des instituts comme ceux de Hugues. On est en France et donc la plupart du temps, avant la crise, quand on interrogeait les Français sur ce qu'ils avaient dans la tête, sur la façon dont ils se sentaient, les gens nous disaient colère, nervosité, dégoût. Il y avait de l'émotion, beaucoup négative, parfois positive, mais il y avait de l'émotion. Ça, c'était avant la crise sanitaire. À l'issue de la crise sanitaire, quand on a fait ces petits coups de sonde-là au sein de la société française, plus de colère, plus de dégoût, plus d'émotions négatives ou positives, c'était le terme de fatigue qui est beaucoup revenu. En gros, les Françaises et les Français nous disaient on est fatigué. On est fatigué vis-à-vis du rythme de l'époque, vis-à-vis de la cadence de l'époque. On est fatigué dans notre vie de tous les jours. On est un peu démotivé pour sortir de chez nous, et j'y reviendrai. On est un peu démotivé pour de nouveau aller voir des amis, et j'y reviendrai. Et donc ce terme de fatigue, en effet, on s'est rendu compte que c'était un peu le terme qui caractérisait une partie de la société française. Et donc on a voulu voir si, par rapport à l'information, par rapport à l'actu, vous l'avez évoqué, est-ce que ça se transposait en effet dans le rapport à l'information des individus. Et donc on s'est rendu compte qu'en effet, vous avez la moitié de la population aujourd'hui qui dit être touchée par de la fatigue informationnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le niveau
d'anxiété qui sort du débat public, le niveau d'angoisse qu'ils ont quand ils écoutent l'information, le niveau de stress en effet que leur procure l'information, fait que vous avez aujourd'hui la moitié des Français et des Français qui disent tout ça me stresse, m'angoisse et me met dans un état de fatigue. Pourquoi ? Parce qu'ils disent oh là, j'ai perdu mon fil, c'est pas bien. La plupart du temps, ils disent à la fin d'une journée, j'ai du mal à retenir ce qui est essentiel, ce qui est essentiel du non essentiel. J'ai du mal, en effet, à retenir finalement ce qui a fait l'actualité importante aujourd'hui. J'ai du mal à déceler le vrai du faux, avec un élément aujourd'hui aussi qui arrive, en tout cas sur ce débat-là et sur ce sujet-là, c'est la crainte aussi d'être touché par la désinformation. Ça, c'est un élément nouveau, c'est un élément original, c'est un élément qui est apparu de façon assez récente. En gros, vous avez aujourd'hui la moitié des Français qui vous disent j'ai peur désormais, quand je m'informe, en gros, de me faire berner. Pourquoi ? Parce que vous avez une partie importante des Français qui s'est déjà fait berner lorsqu'ils regardent une vidéo, lorsqu'ils regardent une information, lorsqu'ils lisent une actualité. Et donc, tous ces sujets-là, en effet, créent, nous, ce qu'on a appelé de la fatigue informationnelle. La conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est une partie du retrait en effet de la population vis-à-vis de l'info. Ça veut dire quoi, une partie de retrait ? Ça veut dire que vous avez de plus en plus des Français qui décident d'appuyer sur pause, qui décident d'éteindre la télévision, qui décident en effet de cesser de s'informer parce que ça va avoir un impact moins important sur leur vie, moins négatif sur leur bien-être, moins négatif sur leur état d'esprit. En gros, ça va arrêter de les fatiguer, ça va arrêter de les angoisser. Évidemment, ce sujet, il est très important parce que ça crée in fine une fatigue démocratique. Et il y a un lien, en effet, entre la fatigue informationnelle et la fatigue démocratique. Ça signifie quoi ? Et ça peut signifier quoi ? Ça signifie que, potentiellement, on se désintéresse un peu du sort des choses. On se désintéresse un peu du sort du monde. On se désintéresse un peu du sort d'autrui. Et je fais cette incise-là parce que je pense qu'une partie du préalable à notre débat, une partie du préalable, et ça a été un peu dit par Hugues lorsqu'il a présenté l'enquête tout à l'heure, c'est la défiance aujourd'hui des individus vis-à-vis d'autrui. Là, on parle de défiance vis-à-vis de la démocratie, de défiance vis-à-vis des médias, de défiance vis-à-vis de ce qu'on appelle le débat public. Mais je pense que le préalable central, c'est le fait que 7 Français sur 10 aujourd'hui nous disent on n'est jamais assez trop prudent quand on a affaire aux autres. Le préalable, c'est une société, en effet, qui a tendance à se recroqueviller, sur son espace d'ultra-proximité. Société dont on dit parfois qu'elle est une civilisation du cocon. Civilisation du cocon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, ce qui m'intéresse, ce qui est important, c'est moi, ma famille, mon chien. Et le reste, finalement, peu importe. L'important, c'est que mon foyer, que mon espace d'ultra-proximité soit l'espace protégé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un lien entre fatigue informationnelle et fatigue démocratique. Je dis que, en tout cas, je pense que le préalable, c'est la question de la défiance interpersonnelle, la défiance entre les individus. C'est ce qu'on voit aussi dans le débat public. On voit qu'il y a un problème de la conversation et lié à la conversation. C'est un sujet qui est beaucoup revenu dans ce qu'on a commencé à présenter. Hugues, l'un des éléments qu'il a beaucoup cité, c'est la capacité d'écoute aujourd'hui des individus. Et aussi la capacité d'écoute dans le débat public. Je pense que l'un des problèmes principaux aujourd'hui du débat public et donc de la question démocratique et donc de la confiance vis-à-vis de la question démocratique, c'est effectivement cette incapacité que nous avons à accepter une saine controverse, à accepter un débat de qualité, à accepter un débat en effet où on échange un certain nombre d'arguments. Mais pourquoi ? Parce que ça signifie un certain nombre de préalables. Le premier préalable, c'est la confiance envers autrui. Deuxième préalable, qui me semble très important, c'est le temps. Préalable d'une controverse de qualité, ça nécessite du temps. Ça nécessite d'avoir du temps. Et en effet, un tweet ne permet pas d'avoir une controverse de bonne qualité. En effet, un plateau télé tel qu'ils sont aujourd'hui dessinés, tels qu'ils sont aujourd'hui structurés, ne permettent pas d'avoir une controverse de bonne qualité. Il y a un troisième préalable pour accepter la controverse, c'est d'être sûr de soi et d'être sûr de ses arguments. Ça nécessite un élément qui est important, ça nécessite de travailler. Et en effet, on peut avoir le sentiment qu'une partie du débat public, une partie du débat politique est de plus en plus touchée par un sujet, moi, qui je pense est un sujet très important, qui est le sectarisme et le dogmatisme. Sectarisme et dogmatisme, ça signifie quoi ? Ça signifie que, en gros,
Rien ne sert de débattre avec un individu, rien ne sert de croiser même un individu sur un plateau télé. En gros, la controverse n'a pas lieu d'être parce qu'on ne veut pas débattre. Moi, je pense que c'est ni en raison de la morale, ni en raison de la défense de valeurs que ce type d'attitude est de plus en plus important chez une partie des responsables politiques. Je pense que ça illustre une absence de travail. Je pense que le dogmatisme, je pense que le sectarisme est toujours l'illustration et toujours la conséquence d'un manque de travail. Quand vous êtes suffisamment solide sur vos appuis, quand vous êtes suffisamment sûr du projet de société que vous dessinez, quand vous êtes suffisamment certain de là où vous voulez emmener le pays, de là où vous voulez emmener potentiellement le collectif, de là où vous voulez emmener la société française dans son ensemble, vous n'avez pas peur du débat, vous n'avez pas peur de la controverse, vous n'avez pas peur d'échanger avec autrui. Donc je pense que ce qu'on note de plus en plus dans le débat public, cette montée, à mon avis, du sectarisme et du dogmatisme, est liée à ça, est liée, je pense, à un manque de travail. Troisième élément, il faut accepter, dans une société dans laquelle on est, de penser contre soi-même. Penser contre soi-même, ça nécessite aussi tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure et tout ce dont on a débattu. Peut-être une petite parenthèse, parce que je pense que c'est lié. J'ai dit le préalable, c'est la défiance, à mon avis, interpersonnelle. On peut dire beaucoup de choses sur le débat public, et on l'a dit à l'instant sur la fatigue informationnelle. On peut dire beaucoup de choses sur l'absence de confiance des citoyens vis-à-vis du débat public. Mais je reste persuadé que on a exactement la même chose et on vit exactement la même chose dans la société française. En gros, on est dans une société aujourd'hui qui se croisent de moins en moins. On est dans une société française où des classes sociales se croisent de moins en moins. Chacun reste idem dans son espace d'ultra-proximité. Ça a une conséquence qui est très importante et qui est, à mon avis, en lien avec le sujet qu'on aborde aujourd'hui. C'est l'augmentation de l'isolement et l'augmentation de la solitude d'une partie de la population, qui est liée aussi à ce que j'évoquais, recroquevillement sur sa sphère privée, sédentarité et civilisation du cocon, qui est liée aux nouveaux usages aussi que Pierre a très bien évoqué avec les réseaux sociaux et le numérique. L'augmentation de la solitude, l'augmentation de l'isolement contribue aussi à ça, contribue aussi au sectarisme, contribue aussi au recroquevillement sur sa sphère d'ultra-proximité, et ça a des conséquences démocratiques. Ça a des conséquences démocratiques, pourquoi ? Parce qu'une partie du cœur nucléaire aussi du vote populiste, une partie du cœur nucléaire du vote pour un certain nombre de partis extrêmes, c'est le fantasme de la vie d'autrui. À partir du moment où vous commencez à fantasmer la vie d'autrui, à partir du moment où vous commencez à fantasmer la vie d'autres catégories, là commencent à naître en effet des comportements extrémistes, des comportements populistes. Et donc je pense qu'il y a un sujet central, si on veut retrouver une confiance dans le débat public et donc au préalable une confiance interpersonnelle, je pense qu'il y a une urgence de réhumanisation un peu générale de la société française dans son ensemble. En gros, ce que je crois de plus en plus, c'est, et on le voit dans tout un tas de catégories de la population, les Français et les Françaises sont touchés régulièrement par ce qu'on pourrait appeler la société de l'absence. L'absence est présente en permanence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on parle des services publics et quand on parle des déserts médicaux, absence de médecins. Quand on parle d'écoles publiques, on se rend compte de plus en plus que beaucoup de Français sont touchés par l'absence de professeurs non remplacés. Je l'ai dit tout à l'heure, isolement, solitude, absence d'amis. Cette société de l'absence, elle est permanente. Elle est aussi régulièrement présente dans le travail. Congés maladie longue durée de plus en plus important, notamment depuis la crise sanitaire. Et donc je crois qu'il y a un enjeu pour retrouver de la confiance envers autrui, faire en sorte que les gens se recroisent, de compenser justement cette société de l'absence. Et petite parenthèse, on a beaucoup parlé des JO en nous expliquant, et c'était vrai que ça a été un moment absolument merveilleux, peut-être que vous en avez un peu ras-le-bol quand vous parle des JO en permanence, mais ce qui était intéressant en fait avec cet élément-là, avec cette séquence-là, c'est que pendant un mois et demi, on a remis des gens partout. Pendant un mois et demi, on a réhumanisé une partie de ce qu'est la société française. On a remis des individus dans des espaces normalement laissés vacants. On a remis des gens engagés. On a remis des bénévoles, on a remis des forces de sécurité, on a remis des individus d'une façon générale. Et donc, ça a eu un élément très important, et c'est là le lien avec le débat public, c'est que ça a fait baisser l'outrance, ça a fait baisser le niveau d'outrance, ça a fait baisser le niveau d'agressivité, ça a fait baisser le niveau de violence verbale. Et quand on parle du débat public, c'est ça que les citoyens reprochent aussi beaucoup au débat public. Un débat public outrancier, un débat public fait de polémiques, un débat public fait d'agressions avec des violences verbales trop importantes. Et je m'arrête juste là-dessus pour terminer. Je pense que ce qui fait baisser l'outrance dans le débat public, et c'est au cœur de notre débat, c'est justement cette capacité aussi aux animateurs du débat public, au même titre que les citoyens, d'aller voir,
là où ils n'ont pas l'habitude d'aller voir des populations qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, d'aller voir des catégories sociales qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et je le dis d'un mot, je suis très frappé de voir que dans les travaux qu'on mène à la Fondation Jean Jaurès, on s'appelle Fondation Jean Jaurès, donc je ne mens pas sur la marchandise de notre positionnement politique. On s'est intéressé il n'y a pas très longtemps à la façon dont on parlait de la gauche dans les territoires ruraux, à la façon dont les habitants des territoires ruraux, les habitants de petites villes parlaient de la gauche. Et ce qu'ils nous disent beaucoup, ils nous disent nous, quand on entend en gros les gens de gauche dans le débat public, dès qu'ils nous parlent de mobilité, nous parler de trottinette, nous parler de la RATP, nous parler du train, ok, très bien, vous êtes mignons, moi c'est la voiture, le fuel, et donc vos histoires, ça ne m'intéresse pas. Quand on entend des gens de gauche, qui est ma famille, nous parler de bifurcation, en fait, je ne comprends pas ce langage. Effectivement, qui dit le matin, moi ce matin je vais bifurquer? Personne, ça n'existe pas. Et donc ce décalage-là, je pense qu'il est légitime en matière de ressenti. Et donc si on veut retrouver une partie de lien avec une partie de cette population, une partie de lien avec une partie qui a été populaire, il y a un sujet sur le langage, mais je pense qu'il y a surtout un sujet qui est sortir de sa zone de confort. Au même titre que les citoyens doivent sortir de chez eux, les responsables politiques et les animateurs du débat public aussi doivent sortir de leur zone de confort. C'est ça qui fait baisser l'outrance in fine dans le débat public. Merci beaucoup pour cette longue introduction. L'introduction était longue, mais ça permettait de vraiment poser les termes du débat. On va passer maintenant aux questions des panélistes. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup déjà d'être venus et pour votre introduction très complète. Bon, du coup, il y a peut-être des questions qui vont se recouper, donc on va un petit peu les arranger pour que ça soit un petit peu moins redondant. Du coup, ma première question... oui, je me présente. Du coup, je suis Émilie et je suis étudiante en double diplôme INSA, donc ingénieure, et Sciences Po à Toulouse. Donc ma première question, elle est en 2 temps, mais normalement la réponse sera assez courte. Si vous deviez choisir chacun un élément majeur qui pèse aujourd'hui sur la démocratie et un signe ou un événement marquant qui permet de déceler une perte de confiance des citoyens dans la démocratie. Je peux essayer de commencer donc à répondre brièvement, comme vous nous y avez invité. La perte de confiance, je dirais que les taux d'abstention sont pour moi le plus grand problème. Enfin, c'est assez trivial comme réponse, mais si on ne prend plus la peine d'aller voter et participer, c'est qu'on n'y croit plus, quoi. Donc je ne sais pas si ça veut dire qu'on s'en défie, mais pire que la défiance, il y a l'absence d'amour complet, quoi. Donc c'est vraiment, ça m'intéresse plus, j'en fais pas partie, ou de toute façon, il se produira rien, ça sert à rien. Enfin, ça c'est très, pour moi, c'est vraiment la maladie au cœur de la démocratie. Il y a des États dans lesquels, comme tu sais certainement, le vote est obligatoire. Au Brésil, en Belgique, il faut voter, sinon on risque de perdre sa citoyenneté. On dit vous n'êtes pas digne d'être un citoyen parce que vous ne participez pas. Bon, je pense que dans ce pays, ça pourrait être réfléchi, ça serait certainement comme toute obligation très mal ressentie, parce qu'encore une fois, obligé, ça c'est très mauvais. Mais après se plaindre, c'est bon. Évidemment, ne pas participer, pouvoir se plaindre, c'est énorme. Voilà, donc c'est vraiment... voilà. Sur les symptômes, c'est la deuxième question, c'était... Donc ça, c'est un symptôme. Et quelle était l'autre partie de la question? Un élément majeur qui montre, qui pèse sur la démocratie. Je n'entends pas. Un élément majeur qui pèse sur la démocratie. C'est le même un peu pour moi. C'est le même. Le fait de pas participer, quoi. C'est ça qui menace le plus. Quand tu posais la question, je me disais aussi, mais c'est une très mauvaise réponse, mais je ne sais pas très bien comment la faire mieux, et Hugues certainement la développera, mais la complexité du monde, je trouvais. Alors le monde a toujours été complexe, forcément, mais il y avait ces grands systèmes qui permettaient de le lire. Là, vraiment, il y a ce sentiment que si j'obtiens quelque chose là, on va enlever quelque chose ailleurs. Les États sont endettés pour la plupart. L'économie est mondialisée. Je fais quelque chose, mais ça vient d'ailleurs. Les agriculteurs subissent potentiellement, pas encore d'ailleurs, les conséquences de la signature ou pas d'un accord avec le marché latino-américain. Tout ça, c'est quand même super compliqué. Alors même que cette catégorie, les agriculteurs, a été la plus vite connectée, par exemple, à Internet, parce que les marchés sont mondialisés, parce qu'il faut suivre le cours de telle ou telle matière première partout. Mais c'est très complexe. Et ce sentiment-là, je pense qu'il pèse beaucoup aussi sur nos sociétés. Hugues, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, alors c'est une question vaste, mais Pierre a parlé de la demande, parce qu'on peut analyser la démocratie de manière un peu simpliste entre la demande, c'est-à-dire les citoyens, la demande citoyenne, et l'offre, c'est-à-dire les politiques, les candidats, etc. Donc, Pierre a parlé de la demande. Je voudrais dire un mot sur l'offre, c'est-à-dire finalement l'incarnation, les élus, les candidats, l'exécutif. Et moi, je pense là, il y a quand même quelque chose qui pose problème, et c'est un facteur et un symptôme à la fois. Je pense qu'on constate que lorsque l'offre est au rendez-vous, lorsque l'offre est crédible, lorsqu'il se passe quelque chose, que ce soit en termes programmatiques, le projet dont tu parlais tout à l'heure, lorsqu'il y a une incarnation attractive, c'est-à-dire des candidats, des vrais qui sont en phase en termes de langage, comme le disait Jérémy, avec les citoyens, ça marche, ça fonctionne. Quand il y a un enjeu perçu, alors, je ne crois pas au déclin inexorable de la participation. On le constate aujourd'hui, mais je ne pense pas que ça soit inexorable. Et d'ailleurs, on l'a vu, vous l'avez vu comme moi aux dernières élections, dès lors qu'il y a un enjeu perçu, dès lors qu'il y a une incertitude sur l'issue du scrutin et une offre attractive, ça fonctionne. La démocratie est revigorée. J'ai cet exemple, alors c'est un peu ancien, mais 2007, l'élection présidentielle de 2007, vous aviez 2 candidats au second tour qui incarnait vraiment une offre forte, et il y a eu une très forte participation. Et il n'y a pas eu un vote par défaut, il n'y a pas eu un vote de rejet, il y a eu un vote d'adhésion à chacun des 2 candidats. Je parle de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est des choses qu'on mesure dans les instituts d'études, et c'est une question que j'adore, c'est on pose le jour du vote une question, est-ce que vous avez voté plutôt pour votre candidat ou contre l'autre candidat? Et très généralement, le vote contre est majoritaire. C'est-à-dire qu'on vote pour un candidat, mais en fait, c'est parce qu'on veut éviter l'autre. Bon. En 2007, c'était un vote d'adhésion. C'est-à-dire que vous preniez 100 électeurs de Ségolène Royal, vous aviez une majorité qui avait voté plutôt pour elle que contre Nicolas Sarkozy, contrairement à ce qu'on dit. Et même chose pour Sarko. Le vote d'adhésion était majoritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait, à l'époque, dans certaines circonstances, une offre attractive, une offre forte, crédible, légitime. Et je crois qu'un des problèmes peut-être du débat public de la démocratie, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, ça n'arrive pas assez souvent. Donc voilà, la demande est très importante, l'offre l'est aussi. Je voulais rajouter juste vraiment un micro-mot, parce que c'est une phrase que j'ai entendue il y a quelques années qui m'avait beaucoup frappé. Un des dangers, donc un des autres dangers au cœur de la démocratie, c'est un peu la crise des vocations. Qui a envie de s'engager aujourd'hui et comment on s'engage? Et donc c'est une politologue qui s'appelle Chloé Morin qui avait dit cette phrase qu'il faut vraiment méditer, c'est « Quand tous les dégoûtés sont partis, il ne reste que les dégoûtants ». Très intéressant. Oui, pour répondre à la question, un des exemples, moi, qui me frappe, c'est des exemples d'impuissance publique. Je pense que c'est un des sujets, moi, qui, en tout cas, je trouve, met le plus en lumière aussi potentiellement les raisons de la défiance vis-à-vis de la démocratie et vis-à-vis des responsables politiques. 2 sujets, nous, dans les travaux qu'on mène, dans les petits tours de France qu'on mène régulièrement, qui reviennent en permanence et qui sont, selon les citoyens français et français aujourd'hui, l'expression de l'impuissance publique, l'incapacité, depuis 10 ans, de prendre à bras-le-corps le sujet des déserts médicaux. C'est un sujet qu'on connaît, c'est un sujet dont on entend parler maintenant depuis un certain nombre d'années. C'est un sujet dont on a quelques pistes de solutions, quelques pistes de préconisations. La vérité, c'est que pas grand-chose n'est fait. Et donc, ça continue de renforcer le sentiment de déclassement. Ça continue de renforcer le fossé entre une partie de la population et l'autre partie de la population. Premier exemple d'impuissance publique. Deuxième exemple qui revient en permanence, l'incapacité des pouvoirs publics à gérer la question du narcotrafic. C'est 2 sujets qui reviennent en permanence dans tous les territoires, que ce soit une grande ville ou une ville moyenne, que ce soit telle ou telle région. Ces 2 sujets-là, à mon avis, sont les 2 révélateurs de l'impuissance publique. Et je pense que ce qui est au cœur aussi de la défiance vis-à-vis de la démocratie, c'est ça, c'est l'impuissance publique. Après, sur ta question, qu'est-ce qui pèse sur la démocratie? Moi, l'élément que je trouve intéressant, c'est le fait qu'on ne croit plus à la société du bonheur différé. C'était quelque chose de central pour que la démocratie fonctionne. Société du bonheur différé, on investit beaucoup
À ce moment-là, on investit beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, et on va récolter, entre guillemets, les fruits de notre labeur dans 10, 15, 20 ans ou 30 ans. Cette société du bonheur différé, les jeunes générations n'y croient absolument plus. Pourquoi ? Parce qu'on leur dessine un avenir de la société française, on leur peint l'avenir de la société comme quelque chose d'absolument catastrophique, comme quelque chose d'absolument cataclysmique. Donc je pense qu'un des éléments qui pèse le plus aujourd'hui sur la démocratie, c'est l'incapacité qu'ont les responsables politiques à dessiner un avenir désirable, à dessiner un avenir, un projet de société désirable. Et c'est aussi ça qui est au cœur, à mon avis, de la défiance. C'est l'incapacité aujourd'hui qu'un bon nombre de responsables politiques à dire voilà, on connaît les enjeux, on connaît les constats sur la société, on connaît ce qui va nous arriver, mais voilà les pistes que je vous propose collectivement pour faire en sorte que la société dans 20 ans soit mieux que la société aujourd'hui. Mais pourquoi justement avant, alors c'était peut-être pas toujours le cas, mais vous dites que les responsables politiques ne sont plus capables de dessiner cet avenir et ne sont plus capables de dire la vérité. Selon vous, il y a eu un changement et on est entré dans une ère d'hommes politiques qui cachent la vérité ou qui ne veulent pas la dire, qui travestissent les faits. Non, je pense que ce n'est pas un sujet de vérité. Je pense qu'ils disent la vérité. Je pense qu'il y a un rapport aux faits, il y a un rapport au réel qui est quand même assez fort. Non, je pense que c'est vraiment l'incapacité à développer un discours optimiste sur les 15, 20 ou 30 prochaines années. Et ce qui nourrit le déclinisme, ce qui nourrit la défiance, c'est une nouvelle fois, c'est une nouvelle illustration, à mon avis aussi, de l'impuissance publique et de l'impuissance politique. L'impuissance publique, c'était le titre d'un livre de Nicolas Bavrez avec Oliven il y a 30 ans. Donc et ensuite, Bavrez, qu'on qualifie souvent de décliniste ou de type ultra négatif, a écrit, après les 30 glorieuses, il a écrit les 30 piteuses. Bon, c'est vrai qu'on est quand même très bon aussi pour l'autoflagellation et la description d'un monde qui chute, mais ce qui est reproché aux hommes politiques, j'en prendrai un instant ce que Jérémy disait, c'est pas tellement, à mes yeux, c'est dessiner un futur... des lendemains qui chantent, ça, bon, on l'attend plus ou moins, ils ont une vision du monde, parfois ils ne l'affirment pas assez d'ailleurs, mais c'est plutôt, ce qu'on ne leur prête pas, c'est la capacité à changer l'ordre des choses. Et je prends un exemple qui est celui des finances publiques, où bon, à la Cour des comptes, il y a quelques années, on s'intéressait déjà à ça. Ça fait donc depuis 1975, que dans ce pays, aucun budget n'a été exécuté à l'équilibre. C'est-à-dire que depuis 1975, il n'y a pas eu une seule fois un moment où l'État a exécuté un budget et un petit excédent à la fin. Dans n'importe quel foyer français, tous les vôtres par exemple, si depuis cette période, certains d'entre vous n'étaient pas nés à l'époque, mais une période aussi longue de déficit, ça pose un gros problème. Donc à un moment, cette espèce d'accumulation-là et de succession, il y a eu des alternances. On a, au fond, c'est un des sujets, mais tu l'analyserais mieux que moi, mais les gens en parlent entre eux, on a un peu tout essayé. Parfois, ça les invite à essayer encore autre chose qu'ils n'auraient pas essayé, mais les gouvernements sont succédés avec des techniciens ou des technocrates, selon l'idée que l'on a d'eux, qui sont un peu les mêmes, au fond, qui sont sortis des mêmes écoles, et on est toujours en déficit, et on n'a pas réglé, effectivement, le narcotrafic. Il y a beaucoup de choses qui sont non réglées. Donc cette idée qu'on n'arrive pas à régler des choses dans le monde, je pense, est aussi, pour finir de répondre à cette question initiale, est un des problèmes dans la démocratie. C'est cette idée que ça ne sert pas, ça ne marche pas. Et les gens pour lesquels on vote ou pas d'ailleurs, n'y arrivent pas. Et donc effectivement, cette impuissance, elle renvoie d'ailleurs à la solitude dans laquelle on est, et ça c'est un mot qu'on a beaucoup entendu, à la défiance, et on ne peut pas leur faire confiance. Ils ne règlent pas les problèmes qui me concernent. Et comme tu disais aussi au demeurant, ils ne parlent pas toujours les mêmes langues. Alors ça passe par des travers qui sont des travers, on va dire... de catégoriel. Je sais que c'est peut-être un peu en train de changer, mais dans le monde de l'éducation nationale, certains le connaissent probablement, il y a eu un moment, une espèce de 9 langues pédagogiques qui était... Enfin, on apprenait aux enfants à jouer avec un référentiel bondissant. En fait, c'est un ballon. Mais le référentiel bondissant, c'est vrai que c'est bondissant en termes sémantiques, mais enfin, c'est pas très clair du point de vue de l'utilisateur du référentiel bondissant. Et ce n'est juste qu'un mini-exemple. Donc tout ça, cette 9 langues, il faut la désapprendre. Je pense que essayer de parler un peu plus la langue des uns des autres, et comme tu disais, aller les voir un petit peu de temps en temps aussi. Merci. Vous vouliez poser... Oui. Donc, je suis Alexandre, étudiant à l'INSA Lyon, également un ingénieur. Et donc j'aurais en particulier la question concernant les institutions qui garantissent la démocratie dans son débat, dans ses institutions. Donc on peut le voir soit comme une cause, soit une conséquence, mais aujourd'hui,
ces institutions sont de plus en plus critiquées, que ce soit à tort ou à raison. Et donc la question que je vous pose, c'est comment garantir leur objectivité, leur neutralité et leur transparence, en fait. Est-ce que l'un de vous veut répondre? Pierre? Alors, ça revient un petit peu à ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Il faut que tous les mécanismes, qui sont les mécanismes clés de la démocratie, de son consentement et de son contrôle, fonctionnent. C'est-à-dire qu'on ait effectivement une assez grande clarté sur la nature des projets qui sont portés par les partis ou des propositions qui sont celles des représentants. Il faut que les représentants de la nation le soient pleinement. La Constitution, elle interdit les mandats impératifs. On n'est pas élu pour faire spécifiquement quelque chose pour une petite catégorie. Dès lors qu'on est élu, on représente tout le souverain, on représente tout le peuple. Ça, c'est dans la Constitution. Une partie de nos élus oublie ou piétine joyeusement ça. Encore une fois, là aussi, c'est compliqué d'être dans des systèmes d'injonctions contradictoires dans lesquels vos propres élus ne respectent pas la loi. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de la période la plus récente où effectivement certains n'appliquent absolument pas effectivement les lois qui sont supposées, au respect desquelles ils sont supposés veiller. Donc, il faut qu'il y ait dans cette proposition ou ces projets de la transparence, il faut qu'il y ait un vote qui soit intelligible et pas uniquement gouverné par des manœuvres politiciennes. Et puis il faut qu'il y ait du contrôle. Donc le contrôle, les médias peuvent y contribuer. Et je te garantis qu'ils le font dans toutes les rédactions et dans la diversité des rédactions de ce pays. Il y a un contrôle, il y a des enquêtes, partout sont multipliées les cellules d'investigation, il y a des médias de toutes les idéologies, vraiment. Et moi, je suis de ceux aussi, en tant que président des médias nationaux, régionaux, qui en permanence défendent le maintien de mécanismes d'aide aux médias à faibles ressources publicitaires. Par exemple, l'Humanité, ou la Croix d'ailleurs, n'existerait plus aujourd'hui si l'État, donc c'est-à-dire tout le monde ici, ne contribuait pas à ce qu'il soit financé. Mais c'est très important, c'est l'orgueil de la République de financer des opinions très minoritaires, de plus en plus minoritaires, mais qui existent quand même. C'est un courant de pensée qui a été plus grand, qui est beaucoup plus petit, qui existe. On ne va pas l'écraser, on va lui donner les moyens de continuer à subsister et à avoir quelques lecteurs. C'est très important pour nous. Ça, c'est une République, je trouve, qui orgueilleuse, participative, qui se tient droit, mais effectivement, ça passe par le respect de la pluralité des opinions et la diversité. Donc le contrôle, celui des médias, le contrôle, celui du juge, il faut aussi que le juge ne soit pas contesté en permanence. Enfin, maintenant, c'est devenu presque une blague de dire « j'ai confiance dans la justice de mon pays ». Les gens vous rionnez, c'est assez effrayant. Heureusement qu'il reste des juges parfaitement indépendants qui font très bien leur métier, mais cette espèce de ricanement généralisé dans la démocratie, il n'est pas très bon non plus. Alors j'ai bien l'impression de passer pour une sorte de Caton l'Ancien, de Pline l'Ancien même, il y a très, très longtemps, mais c'est pas ça. Mais il faut prendre au sérieux, parce que ces maladies que nous avons sont sérieuses. Et comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, la démocratie, c'est un privilège dans le monde, c'est un privilège de naître dans un pays démocratique, et il faut s'efforcer qu'il demeure. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, d'un mot... Moi, je ne pense pas que la réponse à la défiance soit la question institutionnelle. Ça peut être une partie, mais je pense une petite partie. Jamais la transparence, on peut toujours l'améliorer évidemment, jamais la transparence n'a été aussi grande sur les élus locaux, ce qu'ils font, leur activité, la façon dont ils utilisent leur argent, et jamais la défiance n'a été aussi grande vis-à-vis de ce qu'ils font. Jamais la transparence dans ce qu'ils font en permanence n'a été aussi publiée, et jamais les Françaises et les Français n'ont eu le sentiment qu'ils étaient corrompus, ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion. Donc, je ne crois pas très sincèrement qu'il y ait de corrélation entre un changement institutionnel, entre un changement de pratique, même radical sur le plan institutionnel, et un regain de confiance demain vis-à-vis de la démocratie et vis-à-vis du débat public et vis-à-vis de nos représentants dans leur ensemble. Je sais bien que c'est une tendance que beaucoup ont, parce que c'est sans doute très agréable d'imaginer que les Françaises et les Français vont revenir sous une forme de confiance vis-à-vis de ce qu'ils sont à partir du moment où on va changer de constitution, à partir du moment où on va injecter quelques mécanismes de démocratie participative par-ci par-là. Ces choses-là sont bien, ces choses-là sont utiles, ce sont des outils, je pense, assez vertueux, mais penser que la confiance vis-à-vis du débat public, vis-à-vis du collectif, vis-à-vis de la démocratie sera résolue à travers la question institutionnelle, à mon avis, c'est une facilité de penser. Une nouvelle fois, je pense que le lien principal, c'est la confiance et la puissance publique.
Et donc, quand les individus ont le sentiment que c'est l'impuissance publique qui a remplacé la puissance publique, la défiance grandit. Et une incise, parce que Hugues l'a évoqué tout à l'heure en parlant de l'entreprise. C'est très intéressant de voir que dans tout un tas de travaux, de tout un tas d'enquêtes, la population d'une façon générale, et surtout les jeunes, croient beaucoup plus aujourd'hui, et sans doute de façon légitime, à l'entreprise dans sa capacité à changer la vie des individus. La capacité de l'entreprise à transformer la société. Sans doute parce qu'ils ont le sentiment qu'elle est plus forte que le politique, ça peut être un problème, mais sans doute qu'ils ont le sentiment qu'elle est plus adaptée, qu'elle est plus souple, qu'elle est plus efficace pour prendre à bras le corps des sujets. On a publié une petite enquête hier sur le rapport des jeunes dans l'entreprise. C'est très intéressant de voir que, en gros, les jeunes ne demandent pas aux politiques d'améliorer les conditions de travail des salariés parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'y arrivent pas. Donc ils demandent à l'entreprise. Ils disent le rôle principal de l'entreprise aujourd'hui, c'est de travailler sur l'amélioration des conditions de travail, sur l'amélioration de la pénibilité, parce que le politique n'est pas capable de le faire. Ils demandent à l'entreprise de gérer le sujet lié au pouvoir d'achat, lié à l'inflation. Ils vont demander finalement beaucoup de choses à l'entreprise qu'on aurait pu légitimement demander jadis aux responsables politiques. Ça peut être un problème, mais en tout cas c'est la vérité aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire, du coup, je rebondis juste là-dessus et après on reviendra là-dessus, que le dialogue entre les syndicats, on n'a pas tellement l'impression, que le dialogue social au sein de l'entreprise fonctionnerait mieux, que le débat au sein de l'entreprise fonctionnerait mieux que le débat politique? En tout cas, il y a une demande de conversation, pas tant politique, parce que assez grande défiance vis-à-vis des jeunes sur les débats politiques au sein de l'entreprise. Quand on leur demande c'est quoi une entreprise politique, c'est un sujet qui revient beaucoup, première expression, première trace de ce qu'est l'entreprise politique selon eux, c'est le fait que l'entreprise soit démocratique. Le fait que l'entreprise soit démocratique dans son fonctionnement. Le fait que l'entreprise fasse en sorte que nous soyons associés aux décisions, aux prises de décision, aux choix stratégiques, aux choix structurants. Mais très clairement, oui, il y a une demande à ce qu'il y ait beaucoup plus, en tout cas, d'implication de la part, notamment des jeunes salariés, dans l'entreprise, dans la vie de l'entreprise, et qu'il y ait un collectif, en effet, qui marche, qui fonctionne au sein de l'entreprise. Ça, c'est en accélération depuis maintenant un certain nombre d'années. Il y a une vraie demande, en effet. Pourquoi ? Parce que l'élément principal aujourd'hui, que les jeunes, en tout cas salariés, nous citent comme l'élément manquant aujourd'hui, selon eux, dans le monde de l'entreprise et dans le monde du travail, c'est la place accordée à ma parole. Et il y a un terme qu'on n'a pas évoqué, alors que je pense qu'il est au cœur de notre débat, c'est la question de la reconnaissance. La question de la reconnaissance, elle est centrale. La question de la reconnaissance, elle est au cœur du sentiment aujourd'hui de tous les salariés français vis-à-vis de leur rapport à l'entreprise. En gros, une grande majorité de salariés français ont le sentiment d'être en déficit de reconnaissance. On ne reconnaît pas leur talent, on ne reconnaît pas leur valeur, on ne reconnaît pas la charge de travail qu'ils ont. Donc cette question de la reconnaissance, du déficit de reconnaissance, qui est aussi vrai au sein de la société française, donc ça vient ruisseler dans le monde du travail. Une partie en effet des jeunes disent, moi pour traiter cette question-là, il faut accorder une place beaucoup plus importante à la parole et à ma parole au sein de l'entreprise. Ok, merci. Vous vouliez ajouter quelque chose, Hugues ? Rapide. Rapidement, je partage tout à fait l'idée de Jérémy sur le fait que la structure des institutions n'est pas une solution, n'est pas un problème. Dans les enquêtes, on ne voit jamais, Pierre me posait la question, on ne voit jamais, il nous faut absolument une 6e République, il faut absolument modifier telle ou telle institution. Ça n'est pas une demande, ça n'est pas perçu. Alors, pas dire que c'est pas le cas, mais en tout cas, ça n'est pas perçu comme une solution miracle. Moi, je crois beaucoup plus à l'attractivité de l'offre, hein, c'est un peu mon dada. Et je vais partager avec vous une idée que je sais impopulaire, mais ça n'est pas grave, et vous ne serez sans doute pas d'accord. Moi, je pense qu'on a mal agi ces dernières années sur le rôle des élus. C'est-à-dire qu'on a passé notre temps à les empêcher, d'abord à leur faire gagner moins d'argent, en considérant qu'ils en gagnaient trop. On a diminué leur rétribution symbolique. Hein, il y a la rétribution économique, mais il y a aussi la rétribution symbolique, c'est-à-dire la considération, la reconnaissance, hein, Jérémy en parlait. Et finalement, à force de détruire toutes les motivations de ces politiques, de ces candidats, je pose la question, est-ce qu'on attire aujourd'hui les meilleurs vers ces carrières? Est-ce qu'on attire les personnes les plus compétentes, les plus engagées? Et j'ai un doute.
Mais tu voulais aussi ajouter quelque chose sur le même sujet, je crois. Alors vraiment un micro-mot, parce que moi la reconnaissance, je voudrais laisser les questions à toutes celles et ceux qui en ont préparé, je voulais que vous puissiez les poser, mais juste un mot. On a cédé à un moment aussi à, tu l'évoquais sur les élus, la lutte contre le cumul des mandats. Voilà, c'était devenu très impopulaire, et plutôt très populaire de dire il faut éviter qu'ils cumulent. Eh bien, c'est une très mauvaise réforme, profondément, puisque d'ailleurs, elle est d'autant plus mauvaise qu'au même moment, toute une nouvelle génération d'élus est arrivée, totalement pas inscrits dans un territoire, pas enracinés. Et donc, on a eu une vraie séparation entre des élus qui étaient très, maires, conseillers généraux, conseillers régionaux et éventuellement parlementaires. Et maintenant, une nouvelle génération qui a eu beaucoup de mal à s'intégrer. Et on a augmenté ce hiatus. Mais moi, en termes de reconnaissance, je voulais laisser la reconnaissance des questions. Allez-y. Bonjour à tous, je m'appelle Théo Perrin, je suis étudiant en école de commerce. Et vous avez en effet illustré tous les symptômes et les problèmes de ce manque de confiance dans la société française. Et je voudrais maintenant qu'on s'intéresse peut-être aux solutions et voir ce qui est possible. Vous l'avez évoqué dans votre propos introductif avec la Convention pour le climat, mais on a d'autres exemples, typiquement je pense à l'Irlande avec le débat sur la GPA. Est-ce que finalement il y a une demande à la fois des citoyens, mais est-ce que c'est une solution viable selon vous de recourir à cette démocratie participative, en tout cas d'inclure les citoyens dans le débat et dans la décision politique ? Alors moi, je crois profondément qu'on va devoir aller, et on va aller vers plus de démocratie participative, avec des systèmes que mes collègues connaissent mieux que moi, de votation, de référendum peut-être plus fréquents, parce qu'il y a cette demande, de la même façon qu'on peut justement dans les réseaux liker instantanément ou disliker, si j'ose dire, swiper, voilà. En démocratie, les rendez-vous sont moins fréquents. Chez nos voisins suisses, ils sont très fréquents. Chaque week-end, il y a une votation pour une raison ou une autre. C'est pas la même tradition, c'est pas le même peuple, c'est pas la même histoire, tout ce qu'on veut, d'accord. Mais on peut pas à la fois dire aux citoyens soyez plus citoyens et ne pas leur donner des perspectives. Il y a quelques démocraties locales qui existent aujourd'hui, mais donc je pense qu'il faut renforcer ça. Et deuxième chose, mais là c'est vraiment, comment dire, Edgar Morin aurait dit c'est général, générique et généreux, mais faut-il encore le faire? Il faut que les élus fassent ce pourquoi ils ont été élus. Dans la Convention citoyenne, si je me souviens bien, on a indiqué qu'à la fin, je ne sais plus, 90% ou plus même de ce qui était proposé serait traduit, transcrit en loi, en règlement. Et aujourd'hui, il n'y a que 30%, semble-t-il. Donc on a pris un engagement, très vaste, hein, et ça n'a pas été fait. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui est forcément très dissonant pour ceux qui sont très motivés, qui ont entendu cet engagement. Ils disent, bon, voilà, on a fait là une convention, ici des Grenelles, on n'est pas très loin. On fait... Et après, si ça reste lettre morte, s'il n'y a pas une traduction forte, c'est compliqué. Mais pour dépasser cette espèce de contradiction, il faut encore une fois revenir au consentement qu'il faut attendre quand même des salariés en entreprise, des fonctionnaires dans le service public, des uns des autres. Il faut consentir à ce que des choses changent. Et moi, je vois que dans le même temps, on a, et ça, je ne suis pas capable, moi, d'en faire la synthèse vraiment, on a des gens qui disent il faut plus de solidarité, il faut plus de redistribution, il faut plus. Et quand quelqu'un évoque l'idée de travailler 7 heures par an gratuitement pour la collectivité, tout de suite, on sent un raidissement généralisé et des cris d'orfraie. Cette incapacité à être cohérent, franchement, elle est là, encore une fois, pendant la question qu'est-ce qui est le plus dangereux, ça c'est extrêmement grave. Alors pour moi, c'est incohérent. Peut-être qu'on peut me l'expliquer en disant non, ça répond à 2 sphères différentes, celle du collectif, celle du rapport au privé. Ce ne sont pas les mêmes personnes. C'est pas pareil forcément pour tout un chacun de consacrer 7 heures gratuitement à une activité ou pas. C'est certainement pas pareil parce qu'on n'est pas payé de la même façon, mais quand même, consentir, s'oublier un petit peu dans un concert démocratique, ça pourrait quand même faire partie de la solution. Ne jamais s'oublier. Et quand on est dans le débat social, effectivement, avec tel ou tel syndicat, dès qu'on prend la parole, dire c'est très très violent, non, c'est pas violent de dire que les choses doivent changer. C'est pas violent, c'est juste l'ordre des choses. Qui d'autre veut poser une question? Ouais, vous n'avez plus le... On vous a retiré le micro? Je vais vous en passer alors. Vous avez parlé tout à l'heure de transparence, donc comme quoi aujourd'hui on prône la transparence plus que jamais. Est-ce que vous pensez que cette transparence elle est nécessaire et positive, ou est-ce que vous pensez qu'au contraire il n'y a pas quand même
un biais qui fait que la transparence, elle affecte quand même la sincérité des participants au débat collectif, par exemple, avec notamment, vu que tout ce qui va être dit va être retranscrit, est-ce que ça n'affecte pas la sincérité? Est-ce qu'il n'y a pas un biais quand même de pression sociale et, par exemple, de cyberharcèlement qui va découler derrière avec l'importance des réseaux sociaux? Est-ce que... Peut-être que ça crée un élément. J'essaie de répondre à votre question qui n'est pas évidente. Sans doute que l'élément négatif que ça crée, l'élément qui conforte aussi encore davantage la défiance des citoyens vis-à-vis de ce que sont les responsables politiques, à mon avis, c'est l'augmentation de ce que les individus appellent la communication politique. Pour le dire d'un mot, aujourd'hui, quand les individus regardent le débat public, regardent une émission politique, ils ont le sentiment que tout ce qui est dit, que toutes les formules qui sont utilisées ne sont que ce qu'ils appellent de la communication. Et je pense que c'est un sujet qui est très important parce que c'est aussi pour revenir à l'idée tout à l'heure sur la démocratie participative. Un des éléments problématiques, selon moi, des responsables politiques aujourd'hui, c'est de sous-estimer le niveau de maturité générale de la population française. En fait, depuis le début de ce débat, on parle de la confiance des citoyens vis-à-vis des responsables politiques. On peut prendre la question à l'inverse. Est-ce que les responsables politiques ont confiance aux citoyens? Est-ce que les responsables politiques font confiance à la population française? Est-ce que les responsables politiques font confiance à la maturité, au niveau de maturité beaucoup plus élevé aujourd'hui dans la société française qu'il ne y était il y a 10, 15 ou 20 ans? Et oui, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les individus savent décrypter ce qu'est un déplacement politique, ce qu'est un déplacement ministériel. Oui, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la population française, et c'est tant mieux, c'est ce qu'on appelle une séquence de communication, un déplacement purement en communication, d'un déplacement, entre guillemets, authentique et sincère. Et donc, je pense que la sous-estimation de l'intelligence de la population, la sous-estimation du niveau de maturité de la population, est, à mon avis, problématique, est un des problèmes. Mais je donne cet exemple-là parce qu'il me semble intéressant et en lien avec le sujet. Il y a de plus en plus de responsables politiques qui se sont amusés ces dernières années à aller sur le plateau de Cyril Hanouna. L'argument qu'ils utilisaient, c'était de dire, mais vous comprenez, pour aller parler au peuple, pour aller parler aux classes populaires quand même, il faut aller là parce que c'est là-bas qu'ils vont nous écouter, c'est là-bas qu'ils vont nous entendre. Au-delà du fait que stratégiquement, à mon avis, c'est complètement débile, penser que les classes populaires, penser que le peuple, entre guillemets, ne consomme que ça, et entre guillemets, n'est bon à consommer que ça, penser que le peuple n'est bon qu'à regarder que ça, et que les classes populaires, finalement, n'ont pas la capacité à s'émanciper, n'ont pas la capacité à s'informer autrement. Je pense que c'est un élément qui est très problématique parce que ça dit beaucoup de l'image qu'on a des classes populaires. Ça dit beaucoup de l'image qu'on a, en effet, d'une partie de la France. Si on pense que pour s'adresser à eux, il faut forcément redescendre dans le caniveau, il faut forcément redescendre dans ce qui fait une partie du lit aujourd'hui de la démocratie, je pense que ça dit beaucoup, en effet, sur le regard qu'on a sur la population française et notamment chez les classes populaires qui, honnêtement, quand on leur tient ce type de discours assez méprisant et assez condescendant, ont raison, après de nous détester, nous, animateurs du débat public et politique. Je voulais prendre un exemple qui est très... Merci à tous les amateurs de Cyril Hanouna. Non, je voulais prendre un exemple. Tu vois, tu as trouvé là, un soutien nouveau. On a essayé aux Parisiens, bon, puisque moi je préside le Parisien, les Échos, quelques autres titres, on a essayé à un moment de faire un exercice, alors là, profondément dans le sens de ce dont on parle aujourd'hui. Et d'ailleurs avec Hugues et avec Opinionway. On a dit, on va interroger les Français sur leur programme à eux. Voilà. Et on va leur dire, c'est quoi le programme pour vous? C'est quoi la priorité 1, 2, 3? Vous allez les classer. Et même, on va faire un exercice qui va être, on vous donne le budget, voilà. Vous avez, alors on dit 100 €, et comment est-ce que vous les répartissez? En fonction de vos priorités. D'abord, ce n'était pas forcément très très bien ressenti par une partie de la rédaction, pour le dire en transparence. C'était, oui, mais bon, qu'est-ce qui va en sortir? Est-ce que ça ne va pas être banal? Oui. Deuxièmement, ce n'était pas facile à faire, et ça n'a pas été facile à réaliser. Mais moi,
profondément, ce que je voulais, en proposant cet exercice-là à la rédaction, au fond, c'était de dire on va associer, et donc on va faire prendre conscience plus encore, peut-être qu'auparavant, aux lecteurs, là en l'espèce, interrogés, de la complexité des choses. C'est-à-dire que, oui, on pouvait mettre plusieurs choix, mais tout était très concentré. On voudrait beaucoup de sécurité, mais aussi beaucoup de redistribution, beaucoup de social, plus d'argent dans l'éducation, et puis. Donc en fait, il n'y avait pas de choix. C'est-à-dire qu'il y avait une difficulté énorme à dire on va faire des choix. Les anciens Romains disaient gouverner, c'est choisir. Gouverner, c'est prévoir, et gouverner, c'est choisir. Gobernare est providere. Donc c'était vraiment la règle d'or dans les démocraties, ou d'ailleurs pas toujours très démocratiques anciennes. Mais là, vraiment, reposer la question, où est-ce que vous mettez l'argent ? Qu'est-ce que vous mettriez en premier ? Et s'il y a une majorité qui s'exprime pour tel ou tel choix, c'est la majorité. Et là aussi, on a parfois une difficulté à consentir à cette majorité-là. S'il y a une majorité qui veut telle ou telle politique publique, bien, au moins tentons de la lui donner, au lieu d'esquiver et au lieu de toujours dire vous avez exprimé ça, mais on ne va pas faire tout à fait parce que vous avez tort. Je rejoins Jérémy là-dessus. Au fond, le peuple ne peut pas avoir tort et son expression, si on croit à la démocratie, elle est souveraine. Donc il faut la prendre en compte, il faut l'écouter, il faut essayer de la traduire et les femmes et les hommes politiques doivent être au service de cette parole. Alors parfois l'instruire, parfois l'orienter. Moi, je suis aussi de ceux, compte tenu de ce que j'ai pu vivre dans une vie d'observation comme ça, qui ont retenu que des grands hommes politiques, parfois, ont su prendre des positions contre leur électorat. On se souvient de Jacques Chirac, qui était pour l'abolition de la peine de mort, alors même qu'à l'époque, l'électorat du RPR était pour le maintien de la peine de mort. Mais il a pris cette position, c'était relativement courageux, parce que ça n'allait pas dans le sens, si j'ose dire, du poil démocratique, et il a pour autant fait la carrière que l'on connaît. Et d'autres aussi, François Mitterrand l'a poussé avec Robert Badinter, alors que la majorité des Français, interrogés par des prédécesseurs, étaient pour le maintien. Donc on peut aussi aller contre, on peut aller en avance de phase, on peut proposer des choses qui font évoluer la société, mais ne jamais vraiment l'entendre et ne jamais prendre en compte son expression, ça c'est beaucoup plus dangereux. Bonjour, donc moi ce serait une question pour Hugues Cazenave. Donc par rapport à votre présentation du sondage en début dans l'introduction, ce serait pour savoir comment garantir l'objectivité d'un sondage, comment éviter les biais. Vous avez montré plusieurs QCM avec des réponses déjà préfaites et on pouvait choisir dedans. Donc pourquoi choisir ces réponses-là plutôt que d'autres voilà. Vaste question et je suis habitué à ce qu'on me pose ce genre de questions. J'ai même fait un livre sur le sujet. Pour vous dire un peu comment ça se passe en France, on a une loi sur les sondages. C'est presque unique au monde. Hein. On est très contrôlé. Il y a une commission qui vérifie la manière dont les questions sont posées, qui vérifie les résultats, le traitement des résultats. Et on aime bien réglementer en France, hein, vous le savez. On aime bien contrôler, vérifier. Donc il y a beaucoup d'administrations qui regardent tout ça. Et donc, voilà, on travaille. À chaque fois qu'on publie une enquête, un sondage, on a cette obligation qu'encore une fois, presque aucun pays n'a. Autre réponse à votre question, vous avez vu que dans ce que j'ai présenté, il y a une partie qualitative et une partie quantitative. Et ça aussi, c'est plutôt une garantie parce que quand vous posez des questions ouvertes sans proposer de réponse, vous avez une vision plus spontanée, plus authentique, en tout cas je l'espère, de ce que les citoyens pensent. Et c'est à partir de cette phase qualitative très ouverte et très spontanée que l'on construit le questionnaire plus fermé. C'est une technique que beaucoup d'instituts pratiquent et c'est une forme de garantie que ça se passe bien. Il y a un autre élément très important qui caractérise la France et les démocraties, notamment occidentales, c'est qu'il y a une concurrence. C'est-à-dire que dans certains pays, l'objectivité, l'impartialité des sondages, quand il y a un institut qui est l'Institut d'État, vous allez en Russie, vous allez avoir un seul institut. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. En Chine, je crois qu'il n'y en a même pas, d'ailleurs. Enfin, il y a une vague administration. Voilà. Donc le fait qu'il y ait cette concurrence garantit que si un résultat est atypique par rapport aux 5 ou 6 autres qui publient, ça se voit tout de suite. Et vous vérifiez d'ailleurs facilement qu'il n'y a pas d'énormes différences
différences, il peut y en avoir, hein, mais enfin elles sont assez marginales, notamment dans les intentions de vote, mais pas seulement dans la perception des hommes politiques et des partis politiques. Il y a tout de même une convergence très large sur les résultats entre nous. Je crois que c'est aussi, c'est comme la liberté de la presse, hein, quand on garantit la diversité des expressions, eh bien, on est dans une approche démocratique. Dans la question que j'avais lue, parce que j'avais lu vos questions, il y avait aussi, il y en avait une, alors je ne sais pas si c'était la même, mais l'influence des sondages et comment éviter que dans le débat public. Bon, ça c'est un sujet que j'adore et sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Réponse en 2 temps. Le premier temps rapide, c'est que il y a toute une littérature scientifique de sciences politiques que Jérémy connaît mieux que moi sur cette influence des sondages qui, d'une manière générale, montre que l'influence soit n'existe pas, soit est assez marginale, est assez faible. Bon, ça c'est le premier temps de la réponse, on pourrait en débattre longuement, mais je vais vite. Et le deuxième temps de la réponse, alors là, je sais que aussi je suis assez isolé sur cette opinion, mais c'est pas grave, je défends mes idées. On est en démocratie. Je défendrai l'idée que même si on prouvait une influence, je ne souhaiterais pas l'interdire. Pourquoi? Non pas parce que je suis un sondeur, mais parce que je pense que le citoyen, et là je rejoins ce que disait Jérémy tout à l'heure, le citoyen, il ne faut pas les prendre pour des idiots, les citoyens. Les Français ont une grande maturité, et s'ils ont envie de savoir ce que les autres pensent, s'ils ont envie de savoir pour qui les autres citoyens ont envie de voter, pourquoi les en priver? Pourquoi les en priver? Vous avez une loi en France qui interdit la publication des sondages quelques jours avant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les élites, les journalistes, les politiques qui, eux, ont le droit, parce qu'eux, ils sont intelligents, ils sont capables de comprendre. Mais les autres, les citoyens, ils sont idiots. Donc, il ne faut surtout pas leur permettre de regarder ce que les autres Français pensent et pour qui ils ont voté. Moi, je défends l'idée qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise influence. On est en démocratie. Dès lors que les travaux des journalistes, comme le disait Pierre, sont contrôlés, on ne va pas interdire la presse. Ça se fait dans beaucoup de démocraties. Et si notre métier, les instituts, quels qu'ils soient, travaillent bien et sont contrôlés, pourquoi interdire aux citoyens de savoir ce qui se passe? Parfois, ça leur est même utile, enfin, ça serait trop long, hein, je vais m'arrêter là, mais ça leur serait même utile pour éviter certaines choses qui ne leur disent. L'exemple de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection, si on avait libéré un peu plus la démocratie et si on avait permis aux citoyens de savoir qu'il y avait un risque réel dans les derniers jours, les dernières heures, alors que c'était interdit, peut-être que les citoyens se seraient remobilisés pour faire en sorte que cet événement ne se produise pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que les citoyens, il faut leur donner tous les éléments, toute la presse, l'Humanité, la Croix, etc., mais aussi leur permettre de savoir ce que les autres ont envie de faire et de voter. Mais je sais que tout le monde ne suivra pas mon idée, mais ce n'est pas grave. Merci. Une question? Oui. Bonjour à tous. Présentez-vous. Oui. Donc, Gabriel Vignon, je suis étudiant en école d'ingénieur. Je me demandais, on voit dans les débats récents que l'inquiétude autour de la dette publique prend de plus en plus de place. Est-ce que vous pensez que cette inquiétude est justifiée? On voit qu'elle n'existe pas du tout aux États-Unis. Ou est-ce que la classe politique ou les Français en général devraient retrouver confiance vis-à-vis de la solvabilité des Français? Alors, en quelques mots, si je peux, puis je pense après on va devoir conclure, mais c'est pas pareil aux États-Unis. L'élection américaine, c'est l'élection du monde. On le voit bien, tout le monde la suit. On se dit ça a des conséquences pour le monde. Et le dollar, c'est un peu la monnaie du monde quand même, largement. Même si l'euro a son rôle, et il y a quelques autres monnaies de réserve. Mais donc vraiment, la capacité c'est une économie monde aussi tellement grande. On peut s'endetter aux États-Unis, baisser fortement, remonter fortement les taux. Bon, ça a des conséquences pour tout le monde. Moi, je pense que vraiment la question de la dette doit pouvoir être gérée à condition qu'il y ait quand même des preuves de rigueur de temps en temps impliquées. Et la France est plutôt bien jugée, comme vous le savez, c'est assez amusant. D'ailleurs, les agences de notation ne dégradent pas trop la France parce qu'elle a une qualité fantastique, la France, c'est qu'elle sait très bien lever l'impôt.
On lui prête cette capacité géniale à recouvrer l'impôt très très bien. C'était, je crois, Clémenceau qui disait « La France, ce pays où on plante des fonctionnaires et ils poussent des impôts ». Ça c'est une grande tradition chez nous. Donc ça, c'est pour ça qu'on n'est pas trop dégradé, parce qu'on sait que l'administration fiscale va réussir à vous attraper tous et vous fera payer jusqu'au dernier centime. Mais quand même, à un moment, savoir faire des choix et se dire, là, on va raboter, ici, on dépensera moins, mais c'est faire des choix. Encore une fois, c'est proposer, partager, expliquer ses choix. Et chaque choix, c'est un petit peu un renoncement. On renonce à un possible, on renonce à quelque chose qu'on avait en tout ou partie. Il faut que ces choix soient instruits, il faut qu'ils soient démocratiques et compagnie. Donc moi, je ne suis pas spécialement, mais je ne suis pas le meilleur spécialiste de la question, mais inquiet de cet amoncellement, même si, encore une fois, un jour ou l'autre, il faudra démontrer qu'on sait réduire et pas que creuser cet immense trou de la dette, quoi. D'un mot là-dessus, ta question est intéressante parce qu'effectivement, ça devient un sujet de préoccupation chez les citoyens françaises et français. Pendant très longtemps, je parle sous le contrôle d'Hugues, c'était une préoccupation qui arrivait très très loin dans les baromètres de préoccupation des Françaises et des Français. Ça arrivait à la 20e, 30e place, etc. En effet, depuis quelques mois, on se rend compte à quel point ce sujet est remonté vraiment en matière de préoccupation, en matière de priorité, en matière de sujets qui angoissent en effet le plus les citoyens français et français. Donc ce sujet de la dette publique, en effet, est rentré dans la tête des gens, est rentré dans la tête des gens comme un sujet important, comme un sujet prioritaire. Confirmation, s'il en fallait, de ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens ne sont pas plus débiles que vous ne le pensez, les gens sont matures, les gens aussi dans leur foyer, les gens aussi dans leur vie savent ce que ça signifie être endetté, savent ce que ça signifie avoir des déficits, savent ce que ça signifie gérer un budget. Et donc ces notions-là, ces termes-là, ils les utilisent dans leur vie, ils les utilisent dans leur foyer, ils les utilisent dans leur vie quotidienne. Et donc en effet, là il y a une maturité une nouvelle fois supplémentaire illustrée à travers la montée en tout cas de préoccupation sur ce sujet. Ça veut dire typiquement que les Français et Français attendent qu'on leur en parle, attendent que le débat public justement parle de ce sujet, organise des débats sur ce sujet, quand bien même on pourrait penser que non, ça ne va pas intéresser les gens, que les gens sont très loin de ces sujets, que c'est trop important, qu'ils s'intéressent à des choses plus futiles que ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, et ça fait partie aujourd'hui en effet des sujets qui les intéressent, des sujets qui les interpellent, au même titre que le pouvoir d'achat, au même titre que l'immigration, au même titre que les sujets de sécurité. Ce sujet-là est rentré dans les sujets désormais sur lesquels les gens attendent un débat public de qualité, attendent un débat public apaisé où on leur apprend des choses afin qu'ils prennent ensuite, eux, leur orientation et qu'ils se fassent eux-mêmes leur opinion. Merci. Est-ce qu'une dernière question? Vous vouliez poser une question? Et après, il va falloir qu'on arrête. Allez-y. Bonjour, moi je suis Solène, étudiante sage-femme à l'Université catholique de Lille. J'aimerais uniquement revenir sur le poids des médias, le rôle qu'ont les médias. Ça a déjà été évoqué, mais la question est la suivante. Est-ce que les médias ont une part de responsabilité dans cette perte de confiance dans la démocratie, ou au contraire ont-ils un rôle à jouer dans le regain de confiance? Écoute, ça va être la conclusion, je pense, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Je pourrais la laisser à Clémence. Non, mais la question est absolument légitime. Bon, les médias, donc déjà, ils sont intermédiaires, comme le nom l'indique. Ça veut dire qu'il y a un discours, un récepteur, puis il y a le média, donc il y a un peu un diffracteur qui peut augmenter, mettre le zoom, mettre un coup de projecteur. Donc forcément, ils ne sont pas complètement passifs. Donc il y a un rôle, ils ont un rôle dans ces médiations démocratiques. Donc à la façon dont la parole est apportée, comprise, expliquée. Moi, je pense beaucoup plus qu'ils ont un rôle bénéfique, y compris dans leur diversité, y compris dans leurs excès parfois, dans leurs formules. Chacune des formules proposées, et c'est le cas pour les chaînes de la télévision thématiques, si j'ose dire, ou qui étaient mentionnées tout à l'heure. Il y a plusieurs chaînes d'information, elles ont toutes plus ou moins des positionnements différents. Chacun peut choisir. Quand même, les médias, c'est comme plein de choses. On peut éteindre le bouton, on peut regarder, on peut changer de chaîne. Enfin, le concurrent est à un clic, hein, il est à un moment de zappette de l'autre. Donc voilà, ils ont un rôle pour moi très important, encore plus important chaque année parce que le monde est très complexe. Mais encore une fois, cette notion de complexité, elle n'est pas si facile à appréhender, mais tout est complexe, tout est il y a une sorte d'entrelac comme ça mondial. Donc c'est bien d'expliquer, c'est bien de décrypter. La volonté de décryptage, elle est très ancienne. Moi, je me souviens d'émissions il y a très très longtemps dans lesquelles il y avait un truc qui s'appelait le crible. Je crois que c'est Daniel Grand-Clément, qui est un journaliste qui était à l'époque à l'antenne. C'était impressionnant parce qu'il disait un tel a dit ça, vrai, faux, et il avait vérifié. Voilà. Donc ça remonte à loin. C'est beaucoup plus efficace aujourd'hui parce que prendre le risque de dire un truc complètement faux,
c'est vraiment, me semble-t-il, devenu encore beaucoup plus dangereux qu'auparavant. Alors ça fait aussi qu'il y a une parole qui est parfois chez les femmes et les hommes politiques un peu normalisée, banalisée, parce que bon, on doit faire très attention à tout ça, mais il y a encore des excès qui sont contestés, qui sont repris. Donc un rôle, je crois, au cœur des démocraties, et d'ailleurs, peut-être pour conclure, encore une fois, par la même où j'avais commencé tout à l'heure, dans tous les endroits où on devient moins démocratique, on arrête les médias tout de suite. C'est bizarre. Dans les dictatures, en 72 au Chili, on prend tout de suite le contrôle de la radio et la télévision d'État pour prendre la main sur la parole. Voilà, donc ces endroits qui sont des instances de diffusion d'une parole et d'un commentaire sont des endroits profondément démocratiques. C'est pour ça qu'il faut les protéger. D'un mot, je pense qu'en effet, ils ont un rôle dans leur capacité à faire baisser l'outrance, à faire baisser, je dirais, le tempo un peu outrancier, un peu polémique que les Françaises et les Français ressentent. Aujourd'hui, quand on les interroge sur l'état des violences verbales dans la société, ils ont le sentiment, et je pense à juste titre, qu'au cours des 10 dernières années, le niveau du débat public n'a jamais été outrancier, que le niveau en matière de violences verbales à la télévision, là on ne parle pas de la presse écrite, n'a jamais été aussi important. Est-ce que c'est un révélateur ou est-ce que c'est ça qui redescend ensuite dans la société française? On ne sait pas. Force est de constater qu'en tout cas c'est perçu comme ça. Et donc je pense que les médias, ils ont un rôle en effet pour faire redescendre le tempo, pour faire redescendre la pression. Et je termine là-dessus. Je vais encore citer l'exemple des JO parce que je l'aime bien de ce point de vue-là. Pourquoi du jour au lendemain on a aimé ce qu'on a vu à la télévision, dans aussi le débat public, parce qu'il y avait un débat public à ce moment-là, durant la séquence des JO. Parce que les gens qui s'exprimaient du jour au lendemain, on a vu des gens humbles, simples, non arrogants, plutôt authentiques, sans trop de formules de com, sans trop de formules de marketing, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de spontanéité, et une nouvelle fois, je le répète, avec beaucoup d'humilité. Dans le rôle d'un média aujourd'hui, et notamment un média télévisuel, pour faire redescendre une atmosphère un peu tendue, en effet, qu'on a dans la société française, on le voit, hein, dans les enquêtes, on le voit à travers les faits divers, on est dans une société qui a deux doigts de péter les plombs pour à peu près tout et rien. Oui, en effet, le rôle des médias, c'est de faire redescendre cette pression-là, c'est de faire redescendre le niveau d'outrance, le niveau d'outrage, c'est de faire en sorte qu'en effet, les classes populaires n'entendent pas, quand ils allument RMC, une chroniqueuse leur dire que ce sont des feignants à 1 400 € par mois et qu'ils ont qu'à se bouger le cul pour aller trouver un travail parce que de toute façon, ce ne sont que des feignants et s'ils n'ont pas trouvé autre chose, c'est qu'ils n'en avaient pas envie. Voilà, je pense que les médias, oui, en effet, ils ont un rôle pour faire baisser cette outrance-là. Parce que le vote, il est toujours aussi synonyme et toujours aussi la conséquence de la façon dont on parle de vous au sein du débat public. Donc oui, les médias, ils ont un rôle à jouer, et notamment pour 2027. Merci. Merci, messieurs. Je vais faire court car on a déjà beaucoup débordé. Mais contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou dans ce fameux débat qui est parfois plein de violence, vous avez réussi à discuter de ce sujet sans violence, sans acrimonie. C'est vraiment le signe que le débat est possible et qui peut donner quelque chose de bien. Donc merci beaucoup.